Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer le nom de la rose. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai donc relu Le nom de la rose d'Umberto Eco et j'ai vraiment apprécié. C'est une œuvre magistrale qui parle à tout le monde et Umberto Eco est un génie. Il fait partie avec Italo Calvino de mes écrivains italiens préférés et je pense, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, que la littérature italienne a ce petit truc de voltairien, tu sais, qui mélange avec brio le savoir, l'esprit, l'humour et c'est tout ce que j'aime. Avant de commencer, Umberto Eco était un romancier, philosophe universitaire et sémioticien italien du XXe siècle, qui a gagné de très nombreux prix prestigieux et qui était surnommé l'homme bibliothèque, non pas parce qu'il passait son temps à se livrer, mais parce qu'il avait un savoir immense, vraiment à la connaissance incarnée le mec. Mais pour de vrai, hein, c'est pas ton oncle qui au repas du dimanche resserre des infos qu'il a vues sur TikTok la semaine et tout le monde est là « Oh mais quelle encyclopédie celui-ci !» Non madame, il a juste une connexion internet. Umberto Eco est connu pour des œuvres comme La pendule de Foucault, L'œuvre ouverte ou encore Les limites de l'interprétation. Mais le sujet de la vidéo, c'est Le nom de la rose, alors ça parle de quoi? C'est le roman le plus connu d'Umberto Eco, un des romans les plus vendus de l'histoire. Sorti en 1980, rien ne laissait présager un tel succès. En même temps, c'est normal. Un polar qui se passe au Moyen-Âge sur fond de religion. Même moi, ça m'aurait pas motivé. Mais voilà, c'est la force d'Umberto Eco, rendre accessible l'inaccessible. Et pour la petite histoire, en France, aucune maison d'édition n'en voulait. Ils trouvaient ça très mauvais. Et un jour, t'as la femme du patron des éditions Grasset qui lit le manuscrit donc du nom de la rose et son mari l'entend rire très fort et il lui demande qu'est-ce qu'elle est en train de lire. Elle lui répond Le nom de la rose d'Umberto Eco et la suite on la connaît. L'histoire se passe au XIVe siècle dans l'Italie du Nord, sur fond de querelles entre les franciscains, qui est un ordre religieux catholique qui prône l'humilité et la pauvreté, et en face les partisans du pape. Le livre est divisé en 7 parties, soit 7 journées, et les personnages principaux sont d'un côté Guillaume de Baskerville, qui est un frère franciscain très habile et dont le nom est un hommage non dissimulé à Sherlock Holmes, et le deuxième personnage est Alsou de Melk, son jeune secrétaire issu de la noblesse, qui est aussi le narrateur du livre, et qui assistera Guillaume de Baskerville tout au long de son enquête. Parce que c'est justement comme ça que commence le livre. Par une enquête, un moine est retrouvé mort dans une abbaye bénédictine où vivent des moines qui viennent d'un peu partout en Europe dans un Moyen-Âge pas très progressiste. Et Guillaume de Baskerville est chargé par l'abbé de mener l'enquête autour de cette mort tragique. Sauf que les bénédictins de cette abbaye sont moins bavards que dans la pub chaussée aux moines. Du coup, l'enquête est pas trop facile. Guillaume de Baskerville va enchaîner les discussions avec les moines qui veulent bien échanger avec lui, notamment avec un certain Georges, un monsieur très âgé, très arriéré aussi, aveugle et qui est contre toute forme de progrès. Pour lui, il ne faut pas que les gens s'informent, sinon ils ne vont pas rester concentrés sur leur foi. Et aussi un monsieur qui n'aime pas le rire. Pour lui, le rire est maléfique, contre Dieu. Donc tu l'as compris, Georges, c'est pas un gars qu'il faut appeler quand t'es déprimé. Appelle-le plutôt quand t'es dans une grosse dose de bonne énergie, tu sais, t'as envie de vraiment de redescendre, là t'appelles Georges. Par la suite, il y a un deuxième mort. Un moine est cette fois retrouvé trempé dans du sang de porc. Et ça ne s'arrête pas là. Les morts se suivent. Et Guillaume de Baskerville est de plus en plus convaincu que ces événements violents sont liés de près ou de loin à un livre qui se trouve dans la bibliothèque de l'abbaye. Un endroit immense, un labyrinthe, auquel on lui refuse bizarrement l'accès. L'enquête continue et Guillaume de Baskerville découvre de plus en plus de choses pas très nettes au sujet des moines, mais sans pour autant réussir à résoudre l'enquête. Et c'est ce qui va d'ailleurs pousser l'abbé à faire appel à un nouvel enquêteur de l'Inquisition en la personne de Bernardo Gui. En même temps, l'abbé, on peut le comprendre entre guillemets, hein. Notre Guillaume, il est très intelligent, mais on n'a pas l'impression que c'est un inspecteur incroyable. T'as l'impression que plus l'enquête avance et plus il y a de morts. De son côté, Alto de Melk, lui, a une relation avec une jeune femme rencontrée par hasard dans les cuisines, qui sera d'ailleurs, elle, condamnée plus tard pour sorcellerie, prostitution en fait. Alors si vous n'avez pas encore lu le livre et que vous ne souhaitez pas connaître le dénouement, je vous invite à mettre pause tout de suite, aller lire le livre et revenir nous rejoindre, sinon on continue. Pressé par l'arrivée de Bernardo Gui, Guillaume de Baskerville parvient à faire le lien entre des taches retrouvées sur les doigts et la langue des moines disparus et du poison appliqué sur les pages d'un livre satirique d'Aristote faisant l'éloge du rire, ce qui le lie inévitablement à Georges de Burgos, notre monsieur aigri de tout à l'heure, qui est convaincu que le rire est contre-religieux et qui a par conséquent empoisonné toutes les pages pour éloigner tout blasphème. Et lorsqu'il apprend que les enquêteurs se rapprochent doucement de lui, il décide de faire un acte très raisonnable. En bon croyant, il dit toute la vérité et se range. Pas du tout. Georges décide de manger les pages empoisonnées. Dans la précipitation, il renverse une lanterne, brûle la bibliothèque et une partie de l'abbaye. Guillaume et Atso parviennent à se sauver et le livre se termine avec l'élève qui décide de suivre son maître.
Tu l'as compris, dans son œuvre conçue comme une mise en abîme de la littérature, Umberto Eco nous propose une ode à la connaissance. J'ai personnellement ressenti l'enquête presque comme un prétexte pour nous faire réfléchir sur des thématiques diverses comme l'histoire, la science, la religion et surtout la littérature. Une œuvre très accessible, ce qui en fait son succès, qui sollicite la réflexion des lectrices et des lecteurs à travers le combat mené contre la censure, contre l'intolérance par le personnage principal. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Le Nom de la Rose. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.